quand Margot m'a regardé dans les yeux en disant « Papa, tu ne viens pas à Noël, nous avons besoin d'espace », j'ai d'abord cru avoir mal entendu. Je fixai son visage calme, presque distant, cherchant désespérément une trace d'humour ou de regret. Rien. Thomas, son mari, assis à ses côtés, détournait déjà le regard. J'ai senti mon cœur s'alourdir subitement, comme une pierre lancée dans les profondeurs glacées d'un lac. « Pardon » ai-je finalement murmuré, la voix étranglée par la stupeur. Elle soupira légèrement, croisant ses jambes dans ce fauteuil design que je lui avais offert à son anniversaire. « Tu prends beaucoup de place, papa. Cette année, mes beaux-parents viennent de Lyon, et nous aimerions une atmosphère plus intimiste. » Intimiste. Ce mot résonna douloureusement en moi. Je regardais autour de cette grande pièce élégante, décorée avec goût par Juliette, ma femme décédée il y a 3 ans, et financée par moi-même à la suite de la vente de notre maison de famille à Fontainebleau. Chaque objet, chaque meuble, racontait une histoire de sacrifice, d'amour silencieux, d'un père prêt à tout pour voir sa fille heureuse. Maintenant, cette maison me rejetait, comme un étranger devenu soudain indésirable. Donc, je suis devenu encombrant pour toi? Lançai-je calmement, cherchant à masquer l'amertume qui montait dangereusement en moi. Margot eut un léger mouvement de gêne, presque imperceptible. « Tu compliques tout. Tu veux contrôler les conversations, les repas. Ça devient lourd, papa. Nous avons juste besoin de respirer un peu. » Thomas toussota, mal à l'aise, regardant toujours ailleurs. « Ce n'est rien de personnel, » murmura-t-il sans conviction. Je sentis une vague de colère froide m'envahir, mais je la contrôlai soigneusement, affichant un sourire triste mais digne. « Je comprends, Margot. Vous avez parfaitement raison. » Elle sembla surprise par ma réaction sereine. « Tu comprends vraiment? »« Oui, je comprends parfaitement, » répétai-je lentement en me levant, ajustant machinalement ma veste, comme si j'avais besoin d'un geste banal pour maintenir ma dignité intacte. Je les laissai dans un silence embarrassé, traversai lentement le couloir, observant ces murs familiers, chargés de souvenirs heureux devenus subitement insupportables. À l'extérieur, la température était tombée sous 0. Le froid parisien gifla mon visage dès que j'eus franchi la porte. L'air semblait glacé comme mon cœur blessé. Assis dans ma voiture, je fixais la façade illuminée de cette maison que j'avais construite pour elle, pour eux. J'avais tout sacrifié. Ma propre maison, mes économies, même le confort simple d'une retraite tranquille pour que ma fille vive le rêve qu'elle prétendait mériter. J'avais besoin de réagir, de marquer clairement que je n'étais pas simplement un obstacle que l'on écarte selon les convenances. J'attrapai mon téléphone portable et composai le numéro de mon notaire. Après quelques secondes seulement, il décrocha. « Maître Lefebvre, c'est François Garnier, » dis-je d'une voix étrangement calme, malgré le tourbillon intérieur. « Je souhaite mettre immédiatement en vente la propriété du 16e arrondissement. » Un silence gêné suivit mes mots. « Êtes-vous sûr, Monsieur Garnier? C'est la maison où votre fille habite, non? »« Oui, tout à fait sûr, » répondis-je fermement. « Je veux que l'annonce soit publiée avant Noël. » Je raccrochai, en sentant un étrange soulagement mêlé à une douleur sourde. Margot désirait de l'espace. Elle allait en avoir beaucoup plus qu'elle ne l'avait imaginé. Les lumières des décorations de Noël brillaient dans les rues de Paris, projetant des ombres colorées sur le trottoir humide. Je roulais lentement, sans but précis.
l'esprit perdu dans les méandres d'une colère silencieuse, mais résolue. Cette fois, c'était terminé. Il était temps que Margot comprenne enfin le poids réel de ses paroles et l'impact de ses choix. Arrêté à un feu rouge, j'observais une famille traversant joyeusement la rue, des enfants tenant fermement les mains de leurs parents, riant insouciants, protégés par un amour inconditionnel. Je sentis une douleur aiguë dans la poitrine. Il fut un temps où c'était nous, Margot et moi. Mais aujourd'hui, il ne restait plus rien de cette complicité passée, juste une fracture irréparable causée par la froide arrogance d'un enfant devenu adulte trop vite, oubliant tout ce qui lui avait été donné. Je serrai plus fort le volant, sentant la tristesse faire place à une détermination froide. Il était temps que je reprenne ma vie en main, que je cesse de vivre pour les autres, sacrifiant mes propres désirs pour satisfaire ceux qui ne m'accordaient même pas une place à leur table de Noël. Le prochain Noël serait différent, pour eux comme pour moi. Les jours suivants, je n'ai reçu aucun appel, aucun message de Margot. Pas un mot, pas même une tentative d'excuse. Je m'étais attendu à ce qu'elle revienne sur ses paroles, qu'elle réalise la cruauté de ce qu'elle m'avait dit. Mais non, le silence, total, lourd, comme une validation de son rejet. Ce silence-là était plus violent que n'importe quelle dispute. Il ne restait plus rien à sauver, semblait-il. Je passais mes journées à relire de vieux carnets, à feuilleter des albums photos où elle, petite, riait dans mes bras, les cheveux en bataille, les joues rougies par l'hiver. Juliette se tenait souvent à côté, le regard doux et complice. Nous étions une famille, une vraie, pas parfaite, mais soudée. Et, aujourd'hui, j'étais seul, effacé, comme si tout ce que j'avais bâti avait disparu sous le poids de l'ingratitude. Mon notaire m'avait tenu informé de l'avancement de la vente. Le dossier était solide. Aucun obstacle juridique, aucun empêchement. La maison était à mon nom, un détail que Margot avait sans doute oublié, trop occupée à vivre dans le confort pour se soucier de la paperasse. Ironie cruelle. C'est moi qui avais insisté pour garder cette sécurité. Pas par méfiance, non, par simple logique. Aujourd'hui, cette précaution me servait d'arme. La mise en vente fut annoncée le 10 décembre. Une agence haut de gamme du 8e arrondissement s'occupa des photos et de l'annonce. En quelques heures à peine, les appels commencèrent à affluer. L'appartement avait de la valeur, évidemment, situé dans un quartier recherché, avec parquet ancien, moulure, cheminée en marbre et une vue dégagée sur la Seine. Un rêve pour les investisseurs. Un cauchemar pour Margot. Le 12 décembre, en fin d'après-midi, mon téléphone vibra. C'était elle. Je restai quelques secondes à observer son nom s'afficher. Mon doigt hésitait. Devais-je répondre? Une part de moi voulait l'entendre paniquer. Une autre voulait rester fort, froid, indifférent. Finalement, je décrochai. « Papa, c'est quoi cette histoire? » Sa voix était tendue, précipitée. « Une agence vient de m'appeler pour me dire que l'appartement est en vente. » Je pris une inspiration lente, savourant chaque seconde. « Oui, c'est exact. Je t'avais dit que je comprenais. Et je comprends maintenant que tu n'as plus besoin de moi. »« Tu ne peux pas faire ça. On vit ici, Thomas et moi, » cria-t-elle, perdant rapidement son calme. « Et moi, Margot? Où suis-je censé vivre, moi? Où ai-je passé les derniers Noëls? » Un silence. Elle ne répondit pas. Bien sûr qu'elle savait. Elle savait tout. Mais reconnaître la vérité, c'était reconnaître sa faute. Et cela, elle n'y était pas préparée. « On trouvera un arrangement, » dit-elle enfin. « Tu ne vas quand même pas nous mettre dehors à Noël. »
Je restais calme, posé. Noël? Tu te souviens maintenant que c'est Noël? Je croyais que ma présence perturbait l'ambiance. Sa voix trembla. Tu fais ça pour te venger, c'est ça? Non, Margot, je fais ça pour survivre. Parce que je ne peux plus continuer à me sacrifier pour des gens qui me traitent comme un fardeau. Tu voulais de l'espace, je t'en donne. Elle raccrocha sans un mot. Pas d'insulte, pas de supplication, juste un claquement sec. Elle avait compris. Pour la première fois, elle avait perdu le contrôle. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais depuis des années. Un Châteauneuf du Pape de 2006. Je n'attendais plus d'occasion spéciale. Ce moment l'était suffisamment. J'ai trinqué seul, dans le silence de mon appartement modeste, mais à moi, à ma libération, à ma renaissance, à la chute de l'illusion. Les jours suivants furent étrangement calmes. Pas un mot de Margot, ni de Thomas. Mais je savais que les choses bougeaient dans l'ombre. Mon notaire m'avait averti qu'un avocat avait tenté de le contacter au nom de Madame Garnier. Cela m'arracha un sourire amer. Elle utilisait encore mon nom, celui qu'elle portait fièrement quand il s'agissait d'obtenir des faveurs ou de paraître respectable. Mais aujourd'hui, ce nom ne lui servirait plus de refuge. Le 14 décembre, je reçus une lettre recommandée. Elle contestait la vente, évoquait des droits moraux et demandait une médiation. Je n'ai même pas ouvert l'enveloppe complètement. Je savais que tout cela n'était que manœuvre désespérée. Juridiquement, elle n'avait aucun droit. C'était ma propriété, point final. Et la décision était prise. Le 16 décembre, un couple visita l'appartement. De jeunes architectes, visiblement séduits par le cachet et l'histoire du lieu. Mon agent immobilier me dit qu'ils étaient prêts à faire une offre au prix demandé, sans condition. Je validai immédiatement. Le compromis serait signé dans la semaine. La transaction serait bouclée avant la fin janvier. Juste assez de temps pour que Margot réalise que ses choix avaient un prix réel. Le 17 au matin, on frappa à ma porte. Je m'attendais à tout, sauf à voir Margot là, seule, les yeux rougis, les traits tirés. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle d'une voix presque enfantine. Je m'écartai sans un mot, l'invitant d'un simple geste. Elle entra lentement, comme si elle pénétrait un lieu sacré, un territoire qu'elle avait oublié. Mon petit appartement n'avait rien de luxueux, mais il respirait la paix. Des livres bien rangés, des photos de Juliette, une discrète odeur de café. Elle s'assit sans que je le lui propose, les mains tremblantes. « Papa, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais stupide, influencé. Je la regardais en silence. Elle semblait sincère, mais brisée. Tu m'as rejeté, Margot. Tu as fait comme si j'étais un meuble encombrant. » Elle hocha la tête, incapable de me regarder dans les yeux. « Je sais, et je le regrette tellement. »« Pourquoi? Parce que tu perds la maison. Ou parce que tu perds ton père. » Cette question la cloua sur place. Elle mit quelques secondes à répondre. « Les deux, » murmura-t-elle. Je me levai, marchai lentement vers la fenêtre. La lumière du matin baignait la pièce d'une chaleur inattendue. Ce que tu m'as dit ce jour-là, devant Thomas, c'était comme si j'étais devenu invisible pour toi. Comme si tout ce que j'avais fait pour toi n'avait plus aucune valeur. Je sais, papa, et je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste réparer, si c'est encore possible. Je me retournai lentement. Réparer. Margot, il y a des choses qu'on ne répare pas. Il y a des fractures qui ne se referment jamais complètement. Ses larmes coulèrent librement, silencieuses. J'ai eu tort,
et je comprends si tu ne veux plus de moi dans ta vie. Mais je devais venir te le dire, te regarder en face. Je la laissais pleurer. Je n'avais plus la force de consoler. Plus maintenant. Ce jour-là, je lui offris simplement le silence. Ce silence lourd, mais nécessaire, comme une frontière entre le passé et le présent. Elle resta là 1 heure, peut-être 2, puis se leva doucement. « Merci de m'avoir écouté, dit-elle avant de franchir la porte. Je ne répondis pas. Mais, au fond de moi, une petite voix chuchotait que quelque chose venait peut-être de changer. Pas une réconciliation, non, mais un début, un premier pas. Et, parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. Noël arriva. Cette année, pas de grand dîner, pas de cadeaux luxueux, rien que le silence doux et mélancolique de mon appartement. J'avais décidé de passer cette soirée seule, délibérément isolé, pour mieux mesurer le chemin parcouru depuis la décision de vendre l'appartement où Margot vivait. Vers 20 heures, alors que je regardais distraitement par la fenêtre, la neige tombait doucement sur Paris, mon téléphone vibra. Un simple SMS de Margot. « Joyeux Noël, papa. Je pense à toi. » Rien de plus, rien de moins. Je contemplais ces mots simples pendant un moment, hésitant à répondre. Finalement, je lui envoyai une réponse sobre. « Joyeux Noël, Margot. » Dans les heures qui suivirent, je ressentis une étrange paix intérieure. Ce Noël silencieux avait une saveur différente, libéré de toute hypocrisie, de toute obligation sociale. Pourtant, une part de moi regrettait l'effervescence des fêtes d'autrefois, le rire joyeux de Margot enfant, la chaleur rassurante de Juliette près de moi, mais je savais que cette solitude était nécessaire, comme une traversée du désert pour retrouver ma dignité perdue. Janvier arriva rapidement. La signature définitive approchait. Je sentais une certaine tension monter, car je savais que ce moment serait douloureux pour Margot. J'avais demandé à mon notaire de ne plus me tenir au courant des éventuelles démarches de sa part. Je ne voulais plus savoir. Tout cela était désormais derrière moi. La seule chose qui importait, c'était d'avancer. Le jour de la signature, en me rendant chez le notaire, j'aperçus Thomas dans la salle d'attente. Il paraissait nerveux, visiblement mal à l'aise à l'idée de me rencontrer ici. En me voyant, il se leva maladroitement. « François, je sais que rien ne changera ta décision, mais je voulais te dire que je suis désolé pour tout ça. Je comprends que tu sois en colère contre nous. » Je le fixai froidement, pesant mes mots avant de répondre. « Je ne suis pas en colère, Thomas. Je suis déçu. Déçu par Margot, déçu par toi, déçu par moi-même, peut-être. Je vous ai donné plus que vous ne pouviez supporter. » Il baissa les yeux, honteux. « Margot souffre beaucoup, tu sais. Je ne te demande rien, mais je voulais que tu le saches. Elle est sincère dans ses regrets. Alors elle apprendra quelque chose de cette souffrance, dis-je fermement. Nous devons tous grandir un jour. » Le rendez-vous se déroula rapidement. J'apposai ma signature sans trembler, le cœur étrangement léger. C'était fini. Une page venait d'être tournée définitivement. Quelques jours plus tard, Margot m'appela. Je fus surpris par la douceur de sa voix, moins tremblante, plus posée qu'à notre dernière rencontre. « Papa, je voulais juste te dire que Thomas et moi allons déménager à Saint-Denis. C'est petit, modeste, mais c'est tout ce que nous pouvons nous permettre maintenant. » Je restai silencieux un instant. « Comment te sens-tu? »« Libéré, d'une certaine manière, » répondit-elle doucement.
C'est bizarre à dire, mais cette histoire m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai compris ce que tu as traversé pour nous, ce que tu as sacrifié pour moi. Je sentis ma gorge se nouer légèrement. C'était tout ce que je voulais entendre, Margot. Est-ce qu'on pourra se voir bientôt? Demanda-t-elle avec précaution. Je souris tristement, regardant autour de moi cette pièce silencieuse, cette vie désormais simple, épurée. Oui, on pourra se voir, mais pas tout de suite. J'ai besoin de temps, moi aussi. Elle acquiesça doucement. Je comprends, papa. Prends tout le temps qu'il faudra. Je serai là quand tu seras prêt. Je raccrochai lentement, sentant une vague inattendue de soulagement m'envahir. La route vers la réconciliation serait longue, mais elle existait. Pour la première fois depuis longtemps, j'entrevoyais une possibilité de guérir, de reconstruire ce qui avait été détruit par l'orgueil et l'égoïsme. Ce soir-là, je sortis marcher dans les rues calmes de Paris. Le froid vif de l'hiver me piquait le visage, mais cela m'apportait une clarté d'esprit bienvenue. J'avais perdu beaucoup, mais j'avais gagné une chose essentielle, la vérité. La vérité sur ma fille, sur moi-même, sur ce que signifie vraiment être père. En rentrant chez moi, je réalisais que cette soirée marquait un tournant. J'avais fait payer à Margot le prix de ses erreurs, mais j'avais aussi payé le mien. Désormais, il ne restait qu'à reconstruire, lentement, patiemment, sans illusion ni faux-semblant. Cette solitude ne serait plus une punition, mais une étape vers une nouvelle vie. Les semaines passèrent, et Margot ne chercha pas à précipiter les choses. C'était la première fois depuis longtemps que je sentais qu'elle respectait mon rythme, ma distance. Entre janvier et février, nos échanges se limitèrent à quelques messages sobres, des nouvelles brèves, des salutations polies. Je percevais dans ces mots une volonté sincère de ne plus franchir les limites que, par le passé, elle piétinait sans scrupule. Un dimanche matin, alors que je lisais tranquillement dans mon fauteuil, je reçus une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse. Juste mon prénom écrit à la main, François. J'ouvris le papier avec précaution. À l'intérieur, une lettre manuscrite. C'était l'écriture de Margot. Papa, je sais que tu ne veux pas que nous nous voyions tout de suite, mais j'avais besoin de t'écrire. Nous sommes bien installés à Saint-Denis. C'est petit, et parfois je me demande comment nous avons pu gaspiller tant d'argent pour des choses inutiles. Mais je commence à apprécier la simplicité. Thomas aussi. J'ai repensé à maman, à la manière dont elle rendait tout chaleureux, même dans nos petits appartements d'avant. Et je me demande si j'ai hérité de son sens des priorités ou si je l'ai laissé s'éteindre. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que je t'ai blessé. Je sais aussi que je ne mérite pas ton pardon immédiat. Mais je veux que tu saches que j'essaie. Margot. Je restai longtemps à relire cette lettre. Il y avait dans ces mots une sincérité qui me toucha, mais aussi une lucidité nouvelle. Peut-être qu'elle comprenait enfin que l'amour ne se mesure pas au mètre carré ni aux étiquettes de luxe. En mars, je fus invité à dîner chez un vieil ami, André, que je n'avais pas vu depuis des années. Pendant la soirée, alors que nous partagions un verre de vin, il me dit « François, tu sembles différent, plus léger. » Je souris. C'est étrange, mais perdre certaines choses t'aide parfois à retrouver ce qui compte vraiment. « Et ta fille ?» demanda-t-il prudemment. Je baissai les yeux. Nous reparlons. Lentement. Je ne sais pas où cela nous mènera. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus ce sentiment d'être utilisé.
Avril arriva avec ses journées plus longues, ses promesses de renouveau. Un matin, alors que je prenais mon café en terrasse, Margot m'appela. Sa voix était posée, mais je pouvais sentir une émotion contenue. « Papa, il y a un repas de famille chez Tati Hélène dimanche prochain. Elle m'a demandé si je pouvais t'inviter. Je comprends si tu refuses, mais ce serait important pour moi que tu viennes. » Je restai silencieux quelques secondes. « Je viendrai, Margot, mais pas pour sauver les apparences. Je viendrai pour toi, si tu es prête à m'accueillir vraiment. »« Oui, papa, je suis prête. » Le dimanche suivant, en entrant dans l'appartement de ma sœur, je fus surpris de voir Margot se précipiter vers moi, un sourire timide aux lèvres. Elle m'enlaça brièvement, un geste simple, mais qui portait un poids immense. Ce jour-là, nous avons parlé peu, mais chaque échange avait une authenticité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je savais que le chemin serait encore long, mais pour la première fois, j'avais l'impression que nous marchions dans la même direction. En rentrant chez moi ce soir-là, je compris que la maison du 16e arrondissement n'était plus qu'un souvenir lointain, presque étranger. Ce qui importait désormais, c'était cet effort fragile mais réel pour reconstruire un lien. Un lien qui, s'il survivait, ne reposerait plus jamais sur la dépendance matérielle, mais sur le respect mutuel. L'été arriva plus vite que je ne l'aurais cru. Les journées s'allongeaient. Les façades parisiennes semblaient plus claires, presque bienveillantes. Un soir de juin, Margot m'appela sans prévenir. Sa voix était plus légère que d'habitude. « Papa, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. » Un silence. « J'ai vendu ma montre Cartier, tu sais, celle que Thomas m'avait offerte. Avec l'argent, j'ai acheté un vieux buffet en bois. Je l'ai poncé moi-même. Tu devrais venir le voir, il est beau. » Je restais là, le téléphone à la main, imaginant ses doigts tachés de poussière, ses yeux plissés par l'effort. Je me surpris à sourire. Fin juillet, je passais chez elle pour la première fois depuis des mois. L'appartement de Saint-Denis était modeste, presque nu, mais il avait une chaleur que je ne connaissais plus. Des rideaux légers dansaient dans la brise, l'odeur du café flottait dans l'air. Sur le mur, une vieille photo, Margot enfant, sur mes épaules, riant aux éclats. Je m'arrêtai devant, incapable de détourner le regard. « Je l'ai retrouvée dans un carton, » dit-elle doucement. Je me suis dit que ça devait être là, à sa place. Nous parlâmes peu. Elle me montra son buffet, effectivement magnifique dans sa simplicité. Je passai ma main sur le bois lisse, sentant sous mes doigts quelque chose de familier, comme si ce meuble portait déjà des années d'histoire. Nous dînâmes ensemble, un repas simple, presque silencieux, mais sans cette tension qui, autrefois, nous étouffait. En septembre, je reçus un appel inattendu. Thomas. Sa voix était hésitante, mais sans hostilité. « François, je voulais juste te dire que... Merci. » Je ne répondis pas, attendant la suite. Merci de m'avoir forcé à voir ce qui comptait, même si je l'ai compris trop tard. Le souffle court, il ajouta. « Margot est différente maintenant, et c'est grâce à toi. » Puis, il raccrocha avant que je ne trouve quoi dire. Les saisons passèrent encore. Un hiver moins froid que les précédents, un printemps plus clair. J'appris à marcher à son rythme, sans chercher à combler les vides. Margot, elle, apprenait à rester, à ne pas fuir quand les conversations devenaient inconfortables. Nous ne parlions pas du passé, pas vraiment, mais il planait entre nous, comme une cicatrice visible qu'aucun de nous ne tentait de cacher. Un soir d'avril, elle m'invita à dîner chez elle. Thomas n'était pas là.
Sur la table, 2 assiettes, un plat de pâte fumant et, à côté de mon couvert, une enveloppe. « C'est pour toi, dit-elle simplement. À l'intérieur, une clé. C'est celle de chez moi, pour que tu saches que il y aura toujours une place pour toi ici. » Je restai longtemps à la regarder, sans parler. Puis je pris la clé dans ma main, la serrant comme on serre un talisman. Margot baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec sa serviette. Je posai la clé dans ma poche, sentant son poids contre moi. Nous mangeâmes sans précipitation, et, plus tard, quand je rentrai chez moi, je ne pus m'empêcher de repenser à ce petit geste. Ce n'était pas un retour en arrière, ni une promesse d'effacer ce qui avait été dit, mais une porte entr'ouverte. Et parfois, cela suffit. En entrant, je posai mes clés sur la table, à côté de celles de ma propre porte. 2 clés, côte à côte. L'une pour ma maison, l'autre pour un endroit que je n'avais jamais vraiment cru revoir. Le vent du soir passait par la fenêtre entr'ouverte, portant avec lui une odeur lointaine de bois poncé et de café chaud. Je restai là, dans la pénombre, écoutant le silence. Pas un silence vide, mais un silence plein.